Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et je suis directeur Brand Content de Values. Values conseille les marques sur leur stratégie publicitaire et le bon emploi des médias comme levier de communication. Notre mission est aussi d'éclairer les annonceurs sur les tendances de fond de cet univers merveilleux des médias. Dans ce nouveau numéro, on va vous parler streaming, replay et d'abord du boom de l'audio avec mon éminent collègue Emmanuel Sibéo, directeur des expertises offline de Values. Salut Emmanuel. Salut Jérôme. Et à la fin de ce podcast, je recevrai Olivier Kouvarakis, directeur marketing de Molotov, la plateforme de distribution TV, pour parler de consommation vidéo actuelle et future. Mais commençons par l'audio, qui semble être le nouvel Eldorado de la créativité. Finalement, ce qu'on appelle l'audio, Emmanuel, c'est le nouveau nom de la radio. Juste quand on la met en ligne, quoi, c'est ça. Ça fait un peu plus branché. Alors Jérôme, c'est pas exactement ça en fait. On va dire que la radio c'est un média audio, mais tout ce qui est diffusé en audio n'est pas forcément et nécessairement de la radio. La radio est en fait le média du direct. Ça nécessite des animateurs, des journalistes, un réseau de diffusion, parce que l'audio mis sur Internet ne nécessite pas forcément. La radio, c'est principalement les stations de la bande FM et par extension les web radios. L'audio, on va élargir à du streaming, du podcast qui ne sont pas de la radio. Oui, la radio, c'est ce média qui n'a quasiment pas bougé depuis une quarantaine d'années, puis les radios libres finalement. Est-ce que tu peux nous dresser le panorama du marché de la radio aujourd'hui ? Alors, pour comprendre en fait la législation actuelle, on va faire un grand retour en arrière. On va partir dans les années 70. Dans les années 70, en fait, on imagine, c'est la montée des radios pirates qui un peu préfigure le paysage actuel. Il y a un double objectif dans les années 70, c'est mettre fin au monopole d'État, puisque à l'époque, on a juste Radio France qui a le droit d'émettre sur la France entière. Et l'autre côté, on va mettre en avant la liberté d'expression et la pluralité de points de vue. Parce que qui dit radio d'État dit uniformisation de l'information. Et c'est en 1980, avec l'arrivée de François Mitterrand, qu'on va avoir une légalisation des radios privées. Sauf qu'en 1981, on imagine que c'est un gros bazar, toutes les radios se mettent à diffuser un peu comme elles veulent. Et en 1982, en fait, on va mettre en place une organisation. Cette organisation va avoir un double objectif. D'un côté, attribuer les fréquences au niveau local. Donc l'objectif étant d'éviter la saturation de la bande FM. Et on va mettre en place une loi anti-concentration. L'objectif, ça va être de définir un seuil par réseau, un seuil de 150 millions d'individus, je vais y revenir. L'objectif étant d'éviter qu'un groupe média ait trop de stations au sein de son portefeuille. Le seuil de 150 millions d'individus, c'est en fait la somme de tous les bassins de population qui peuvent être couverts par les émetteurs de chaque station du groupe. Tu nous parles de 150 millions d'individus, alors que dans les années 70-80, on devait être aux alentours de 50 millions d'individus. Explique-nous un petit peu comment ça marche, ces histoires de bassins de population, de bandes FM, etc. Alors, les 150 millions d'individus, c'est en gros, on va prendre l'exemple d'un groupe. Un groupe, c'est par exemple Énergie. Le groupe Énergie, c'est 4 stations. Énergie, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chanson. Chaque station va potentiellement couvrir 40-50 millions d'individus en bassin de population. C'est-à-dire que la somme de tous les émetteurs actifs d'une station va avoir un potentiel de couverture de 40-50 millions d'individus. Et la somme de toutes ces stations ne doit pas dépasser 150 millions d'individus. Au cumul sur la bande FM. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais l'arrivée du digital et son emploi massif rend cette législation complètement absurde aujourd'hui, non ? Non, on va dire que l'objectif dans les années 80, c'était vraiment d'éviter une trop forte concentration, d'éviter qu'un groupe prenne la main sur trop de stations. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens, parce qu'aujourd'hui, les diffusions ne sont plus exclusivement sur les bandes FM. Aujourd'hui, on a accès à l'information, il y a Internet, il y a le streaming, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens, puisqu'aujourd'hui, la bande FM n'est pas exclusive. Très bien. Alors, dis-nous maintenant, quels sont les usages de la radio ? Comment on écoute la radio aujourd'hui ? On écoute beaucoup la radio en classique, on va dire en hertzien, puisqu'à 80%, en fait, un auditeur est un auditeur hertzien. La radio s'écoute aussi en streaming, mais en direct. Donc ça veut dire je me connecte sur l'application de ma radio préférée ou sur le site internet de ma radio préférée et j'écoute la radio en direct depuis
mon ordinateur ou mon téléphone. Exactement. Voilà. Ou sur des agrégateurs de stations. Et on écoute les stations en direct. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur les usages ? Tu parlais de 80% en radio classique, donc le reste, les 20%, c'est donc du streaming en direct ? Le gros de l'audience donc est principalement sur la partie digitale de la radio en direct. Le dernier tiers, c'est principalement de la musique en payant sur les offres Spotify, Deezer ou gratuites d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on a accès aussi à des offres gratuites Spotify, Deezer. D'accord, donc c'est très intéressant puisqu'en réalité, on voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui rentrent sur ce marché de l'audio. Ce ne sont pas seulement les radios qui se sont digitalisées, mais il y a de nouveaux acteurs comme Spotify et Deezer notamment qui arrivent sur ce marché. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce nouveau marché qui s'ouvre ? En fait, on va se dire que durant les 20 dernières années, donc à partir de 2000, on a l'évolution des débits, puisque c'est principalement l'évolution des débits qui a accéléré la diversification de la consommation. Là, la radio est toujours aussi puissante, mais aujourd'hui, on a deux offres principales qui viennent compléter la radio en termes d'audio. On va avoir le streaming et les podcasts. Deux principales offres sur le streaming, c'est d'un côté les plateformes audio avec du Deezer, du Spotify. Les deux acteurs datent comme ça de 2006-2007, donc ça fait depuis 15 ans que les acteurs sont présents sur le marché. Et de l'autre côté, on va avoir aussi les web radios qui ont connu un véritable essor dans les années 2000 et qui représentent aujourd'hui environ 8000 stations. Pour donner un exemple, en fait, pour donner une date, Arte s'est diversifié en radio en 2002, et donc depuis 2002, en fait, Arte Radio existe et diffuse sur Internet. L'autre côté, l'autre pendant du streaming, c'est les podcasts. C'est principalement le replay des stations à l'origine. Les podcasts prenaient en compte toutes les émissions diffusées des stations pour pouvoir les remettre directement sur une plateforme de podcast. Par la suite, on a eu une diversification de l'offre d'éditeurs, principalement presse, puisqu'en fait, c'est devenu l'offre alternative qui a permis en fait de redonner goût aux internautes à une consommation presse, à une consommation journalistique de qualité. Aujourd'hui, par exemple, chaque jour, Le Parisien, Les Échos envoient plusieurs podcasts sur différentes thématiques et raconte des histoires sur l'économie, sur la politique, enfin voilà. Oui, on voit bien que le podcast, c'est un champ d'expression très nouveau qui s'ouvre à tout type d'éditeurs, que ce soit des journaux, des quotidiens, des groupes de presse, mais également voilà, que des entreprises comme nous qui avons lancé notre propre podcast. Mais je voudrais que tu nous parles également, puisque notre métier c'est de conseiller les marques dans leur stratégie publicitaire, quelle est la place justement de l'audio, comment on touche les gens avec l'audio aujourd'hui ? Donc, ce qui intéresse les marques aujourd'hui, c'est toucher au maximum, le maximum de consommateurs dans leur intimité. Ce qui fait que aujourd'hui la radio est un média, un mass média, au même titre que la télévision ou l'affichage, puisque aujourd'hui la radio permet chaque jour de toucher 77% de la population. Donc 77% de la population écoute au moins une fois la radio dans la journée, c'est ça que ça veut dire ? Exactement. En moyenne 2h40. Les principales stations nationales sont RTL et France Inter. Et à L2, on est sur une part d'audience d'environ 25%. Sachant que l'offre est quand même relativement atomisée. Et chaque auditeur peut se reconnaître dans l'une ou l'autre station du marché. Oui, donc c'est un média extrêmement puissant et nous on continue à le recommander vraiment dans les stratégies médias parce que c'est un média qui permet de faire passer massivement des messages. Exactement. La radio, c'est un média d'accompagnement. Alors, on va parler principalement du prime entre 6h et 9h avec une tranche d'information ou de divertissement en fonction des stations. Mais après, il ne faut pas oublier que la radio, en fait, diffuse tout au long de la journée et jusqu'à 19h, 20h, on a encore des audiences assez satisfaisantes. Après 20h, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un switch avec la télévision. Et donc, petit à petit, en fait, l'audience de la radio va être de plus en plus intime. Ok, donc on va revenir au podcast maintenant. Alors, on en a parlé, hein, donc le podcast
Originellement, c'était donc du replay. On réécoutait une émission qu'on avait ratée. Et désormais, donc, ce sont des formats dits natifs, c'est-à-dire qui sont créés, des formats créés spécifiquement pour ce mode d'écoute choisi. Est-ce que tu penses que c'est une chance aujourd'hui pour les radios, ou est-ce que tu penses que c'est un véritable danger qui s'annonce pour elles? Je pense que si les éditeurs de radio aujourd'hui produisent réellement des podcasts, ça ne va pas devenir une menace, ça va plutôt être une opportunité. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est que la radio et les éditeurs ont laissé le champ libre à plein d'éditeurs externes de la presse, ou même des éditeurs comme toi et moi qui se disent tiens, je vais faire un podcast. Ça, c'est une vraie menace dans le sens où la durée d'écoute d'un auditeur est limitée par le temps. Et en gros, à partir du moment où on perd un auditeur qui écoute un podcast sur un autre network que une station de radio, aujourd'hui, c'est un auditeur perdu. Oui, c'est intéressant ce que tu dis effectivement sur le temps fini qui nous est imparti dans une journée pour écouter la radio éventuellement en direct, mais également des formats de podcast, que ça soit du replay ou des formats natifs. Ça m'a d'ailleurs toujours amusé de voir que, par exemple, sur l'iPhone, il y avait une fonction pour accélérer le temps, donc x1,5 ou x2. Donc on peut écouter plus rapidement les podcasts, voilà, pour essayer d'en mettre davantage. On n'a pas encore inventé ça sur l'image. On demandera à notre ami de Molotov tout à l'heure. En tout cas, maintenant, il faut se poser la question de savoir comment les marques, notamment, peuvent être intéressées par ces formats de podcast. Tu peux nous dire un mot sur le profil type de l'auditeur de podcast? On est sur des audiences qui sont relativement jeunes, puisqu'on est principalement sur du moins de 35 ans. Et sur des audiences CSP+. En fait, c'est les audiences qui, petit à petit, sont en train de disparaître de la bande FM classique pour se tourner vers des audiences un peu plus, sur des consommations un peu plus choisies. C'est un peu deux façons d'appréhender l'audio. C'est d'un côté, on a la radio qui est un flux linéaire classique sur lequel on va plutôt subir l'information, on va subir le flux. L'autre côté, en fait, le podcast et tout le streaming et toute la richesse du digital, ça va être de choisir sa consommation. Donc d'un coup, plutôt que d'aller écouter une matinale complète de 6h à 9h, on va se dire je veux écouter exclusivement une émission, une chronique sur cette thématique car ça m'intéresse, et donc à partir de ce moment-là, je vais en fait choisir les thématiques qui m'intéressent, et un peu construire en fait ma grille de radio en fonction de mes préoccupations. Oui, c'est vrai que le podcast correspond tout à fait aux nouveaux usages d'une génération qui ne consomme plus les médias en linéaire, en direct, mais qui aime bien composer ses propres programmes. Pour parler du podcast, il faut envisager également le modèle économique. Si on prend l'exemple de la radio est financée, la radio privée est financée par la publicité. Qu'est-ce qu'il en est des podcasts? Si tous les éditeurs, s'il y a une kyrielle d'éditeurs qui se mettent à créer des podcasts, voilà, comment tout ça va être financé? L'objectif est de le financer par la publicité de la même façon, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas de cohérence tarifaire entre les différents supports. Aujourd'hui, en fait, chaque éditeur commercialise, pour simplifier, chaque éditeur commercialise son podcast. Mais aujourd'hui, on a quelques acteurs comme Soundcast qui permettent d'agréger un peu les audiences, mais aujourd'hui, on n'a pas forcément un grand agrégateur de contenu un grand agrégateur d'audience qui permet en fait d'acheter quasiment l'intégralité de l'offre, puisque l'offre est quand même très très riche. Si on intègre les radios, les éditeurs de presse, voire les chaînes de télé, puisqu'en fait LCI par exemple a une radio aussi, en fait on se retrouve avec beaucoup d'acteurs autour de la table et avec des petits potentiels, puisque à la fin, en fait, sur tous ces sujets, on est quand même sur des petits potentiels.
Donc le seul moyen est aujourd'hui d'avoir vraiment une notion programmatique de l'achat pour avoir accès à l'intégralité de ce qui est commercialisable. Donc une approche programmatique, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est ? La solution actuelle qui existe, c'est plutôt d'aller négocier station à station, éditeur par éditeur pour avoir tel podcast, tel web radio. L'objectif à terme est de passer intégralement en programmatique. On va faire de l'audience planning plutôt que d'aller chercher des podcasts spécifiques, et donc aller acheter des jeunes de 25-49 ou une cible très particulière, et peu importe en fait finalement où on est diffusé. D'accord, donc finalement, on aurait une sorte de grand répertoire, de grand inventaire de tous les podcasts qui sont édités par les différentes parties prenantes. Et nous, Agence Média, on viendrait acheter du sponsoring sur ces podcasts, après en avoir étudié l'audience spécifique et donc pouvoir le rapprocher avec la cible de nos annonceurs. Exactement. Restons peut-être vigilants à la profusion qui peut mettre en péril la qualité des contenus proposés. C'est d'ailleurs valable pour tout l'écosystème, des éditeurs aux annonceurs. Car les marques peuvent être aussi de très bons éditeurs de podcasts. Moi, j'y crois beaucoup, mais pour cela, il faut une légitimité et tenter au maximum de ne pas influencer le contenu. C'est en tout cas ce que nous essayons de faire ici, par exemple, apporter une information, un point de vue, mais sans trop vendre sa soupe. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Jérôme. Je vous encourage d'ailleurs à lire son billet sur les dernières audiences radio que nous avons publiées sur notre site values.media. On retient donc que la radio n'a pas dit son dernier mot, qu'elle est encore très consommée par les Français, que pour renouveler ce modèle, elle se digitalise à vitesse grand V. Enfin, on encourage vraiment à la construction d'une offre publicitaire programmatique qui permettra de mieux toucher cette génération très friande de podcasts et de streaming d'une manière générale. Et justement, je vous propose de retrouver Olivier Kouvarakis. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, ça va ? Très bien. Tu es le directeur marketing de Molotov. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. On vient d'en parler avec Emmanuel à propos de l'audio et en particulier du podcast. La consommation média a beaucoup changé ces dernières années et il y a de nouveaux comportements finalement qui sont apparus. Cela accompagne vraiment une demande croissante de divertissement. Et là-dedans, Molotov est arrivé en 2016 pour réinventer la télé. Mais finalement, c'est un peu une app pour regarder les chaînes classiques, quoi. C'est pas très, très original. Tu démarres fort. Laisse-moi te répondre que ça équivaut à dire qu'une Tesla, c'est une simple voiture ou qu'un smartphone, ça sert qu'à téléphoner, quoi. Non, plus sérieusement, si on regarde un peu dans le rétroviseur, la distribution des contenus télé, elle a pas cessé d'évoluer. Alors moi j'ai 42 ans, bientôt 43, donc j'ai déjà connu la TNT où on est passé de 6 à 27 chaînes, mais pas plus que 27 chaînes. Ensuite, il y a quelqu'un, il y a à peu près 15 ans de ça, qui a eu la vision de se dire qu'on pouvait faire passer de la télé par une ligne téléphonique, et ce quelqu'un, tu le connais, c'est Xavier Niel, et comme il n'avait pas de matériel pour le faire, il a inventé la Freebox. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et quelques années plus tard, notre fondateur Jean-David, lui, il a eu la vision en 2015 que la télé, ça devait être dans le cloud, que ça devait être accessible sur la multitude d'équipements qui font notre quotidien aujourd'hui, les smart télé, les smartphones, les tablettes, et surtout qu'il fallait une expérience produit irréprochable. Ce qui n'est pas tout le temps le cas quand même avec les décodeurs. Et c'est comme ça qu'est né Molotov en fait. Donc du coup, si tu devais résumer les fonctions principales de ce qu'on trouve sur Molotov, ça serait quoi ? Donc on peut regarder en direct déjà la télé ? Alors tu as la télé en direct, tu as les replays que certains appellent la catch-up, tu as surtout la possibilité de le regarder sur tous tes équipements, donc dans toutes les pièces, sur toutes les télés, sur tous les téléphones, avec des fonctions un peu avancées, donc plus besoin de chercher le programme, tu commences à regarder un programme sur une chaîne, si tu changes d'équipement, tu le reprends exactement là où tu l'as laissé. Et une des grosses innovations de Molotov, c'est on a été les premiers à lancer l'enregistrement dans le cloud. Donc tu enregistres une fois pour toutes un contenu et tu le retrouves partout. Donc ça fait vraiment partie des grosses innovations de Molotov. D'accord, donc on appelle ça, c'est le over the top, c'est-à-dire ça passe pas par les box en réalité. Ça passe pas par les box. Du coup, tu me tends une perche, mais effectivement sur une smart télé, comme t'as plus besoin de box, t'as plus de fil, t'as qu'une seule télécommande, et donc tu peux vraiment profiter d'une jolie télé dans ton salon sans avoir à chercher la prise TNT ou la prise fibre, quoi. Très bien, très très bien. On va faire ça alors. Bon, pour élargir un petit peu,
qui dit nouveaux usages, nouveaux comportements, dit plein de données, de nouvelles données. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu et nous dire voilà, comment les Français consomment les vidéos d'une manière générale, les contenus vidéo au sens large? Très très largement, ce qu'on peut dire, mais je pense que les auditeurs le savent déjà, c'est que ça fait plusieurs années que la consommation de contenu vidéo a explosé. Elle a explosé pour beaucoup sur l'impulsion des plateformes de SVOD. Donc, pour citer la plus grosse, il y a Netflix, mais il y a du Amazon Prime aussi, plus récemment Disney. Et aussi les plateformes sociales, donc les réseaux sociaux où il y a énormément de vidéos qui tournent, quoi. Donc, c'est de là que vient l'explosion. Par contre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la télé, je parle là du post-télé, reste prédominant dans le temps de visionnage. Et de loin, parce que c'est là qu'on va regarder plus de 3h30 par jour des films, des séries, des émissions, des documentaires, quoi. Donc ça bouge pas trop. Et je pense qu'il y a un vrai combat de ces plateformes pour justement accéder à la télé, qui est l'écran roi, pour regarder les programmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est on a beaucoup parlé de la menace de ces plateformes sur les chaînes traditionnelles, et on voit en ce moment, donc vraiment en période de crise, que c'est vers ces chaînes-là que se redirige l'audience. Et quand on regarde les pics d'audience actuels, ils sont tous sur ces chaînes-là, quoi. Donc c'est quand même des comportements assez intéressants à constater. Oui, c'est vrai. Et puis c'est quand même le modèle du gratuit aussi, tout ça, hein, les chaînes historiques. Mais comme tu le citais également, on voit quand même de nouveaux acteurs quasiment tous les mois. Et là, le mois dernier ou ce mois-ci, je sais plus, c'est Disney+ qui arrive à grand renfort de publicité, justement. Et finalement, est-ce que c'est ça, alors autre question un peu provocante, mais est-ce que c'est ça la réponse au piratage dont tout le monde parlait il y a quelques années, dont on parle plus beaucoup d'ailleurs, et on agglomère les offres et on a des factures de télé de plus en plus élevées, en fait. Alors il y a deux questions dans tes questions. La première, c'est est-ce que c'est la fin du modèle gratuit? Donc là, je te répondrai non, parce que Molotov c'est gratuit, donc le gratuit n'est pas mort. Et en l'occurrence chez nous, les chaînes nationales, les fonctions telles que le Start Over, enfin tout ça c'est gratuit. Après, on peut toujours souscrire à du contenu payant. C'est un autre modèle, c'est un modèle qui existe depuis très 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 longtemps. Les chaînes à abonnement payantes, l'achat à la VOD à l'acte, et donc ça c'est toujours possible. Sur ton autre question qui est liée un peu au piratage et à l'augmentation de la facture, je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un besoin de qualité et un besoin de qualité d'expérience. C'est ça qui va éradiquer le piratage. Et effectivement, ça donne lieu à une multiplication d'acteurs qui se lancent sur ce chemin-là, avec beaucoup de contenu, beaucoup d'offres. Et ça a une tendance à perdre un peu l'utilisateur. Et ça crée une place, j'allais dire quasiment incontournable, d'agrégateurs aujourd'hui et encore plus fortement demain, où l'utilisateur va retrouver les contenus qu'il souhaite et où il sera plus perdu dans la multitude d'offres. D'accord, mais alors effectivement, moi je suis très très sensible évidemment de par mon travail à la question des contenus. Tu parles d'agrégateur. Alors c'est quoi la différence entre un agrégateur et une plateforme? On a l'impression que c'est pas bien trié, on va dire. Est-ce que c'est une façon d'éditorialiser, d'essayer de réfléchir les contenus par thématique? Comment tu vois les choses? Alors l'agrégateur, c'est effectivement deux choses. La première, c'est de retrouver les contenus, les offres au même endroit. Donc si je prends un exemple pour citer Molotov, typiquement sur Molotov aujourd'hui, tu peux retrouver les contenus de OCS, Orange Ciné Série. Parmi les plus connus pour situer aux éditeurs, on a Game of Thrones, Handmaid's Tale. Donc tout ça, typiquement, c'est OCS qui le détient et c'est distribué sur la plateforme Molotov. On retrouve aussi Ciné+. Donc, être agrégateur, c'est héberger à un même endroit des contenus qui peuvent exister sur des plateformes tierces. L'avantage d'avoir tout au même endroit, il est quasiment trivial, hein. C'est que j'ai plus besoin de souscrire à plusieurs endroits, j'ai plus besoin d'avoir plusieurs factures et j'ai plus besoin d'ouvrir plusieurs apps. Donc ça, c'est le premier des bénéfices d'un agrégateur. Et ça impose effectivement de classer, d'éditorialiser les contenus et donc de les organiser. Le pari chez Molotov, c'est qu'on croit beaucoup à l'éditorialisation plus qu'à l'intelligence artificielle ou aux recommandations qui sont
parfois froide, pour pas dire assez souvent erronée ou enfermante, on va dire. Et donc, on mise beaucoup sur l'éditorialisation pour classer les contenus. Alors, à titre d'exemple, on a une classification où on peut retrouver tous les documentaires. Mais on va plus loin. Si on aime les documentaires historiques, voire même sur un pan de l'histoire, on peut aller chercher avec cette finesse et cette granularité. Ouais, donc ça, c'est vraiment super intéressant de pouvoir proposer des contenus qui soient pas justement poussés par l'intelligence artificielle, effectivement, qui est très très enfermante, et finalement on se rend compte qu'on regarde tout le temps la même chose parce qu'on nous pousse toujours les mêmes contenus, en effet. Peut-être une dernière question, et là c'est un peu par le prisme de l'agence média que je te la pose. Vous avez une audience très forte, vous avez donc 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui, c'est vraiment un trésor de guerre, c'est une communauté. Qu'est-ce que vous en faites de cette communauté ? Est-ce que vous allez lui proposer des services différents des autres ? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner ? Est-ce que tu as un scoop là, à nous partager ? Alors c'est un scoop, ça date d'il y a pas très longtemps, on l'a lancé hier, mais effectivement dans le contexte de confinement qu'on vit aujourd'hui, on s'est mobilisé pour contribuer à la continuité pédagogique des élèves. Donc on a lancé hier une initiative qui s'appelle Molotov pour l'école. Et Molotov pour l'école, ça couvre l'ensemble du cursus scolaire de la maternelle jusqu'au lycée, avec deux grandes thématiques. D'abord des émissions en lien avec les programmes scolaires. Donc on en parlait, éditorialisé tout le contenu qui avait trait au programme scolaire. Et on a un deuxième volet, on a un partenariat avec une start-up qui s'appelle School Move, où on met à disposition gratuitement 1000 cours pour toutes les classes de 6e à la terminale. Donc c'est ce type d'initiative qu'on prend et d'innovation qu'on fait pour servir notre communauté de 10 millions d'utilisateurs. Eh ben, merci beaucoup Olivier, c'est très clair, et merci pour cette info. Moi j'aime beaucoup la verticale documentaire qui s'appelle Spicy, voilà, j'encourage tout le monde à aller voir de quoi il s'agit. Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.